Merci, vous êtes nombreux, on est content. Donc, de vous accueillir pour cette Xème manifestation de notre association des Amis de Léo Figuère. Je n'ai pas compté combien on en a fait jusqu'à présent, mais on peut se réjouir que ce souvenir d'un maire important de la ville de Malakoff puisse encore rassembler les gens. Je rappelle en 2 mots notre objectif. Notre travail s'adosse essentiellement aux écrits et évidemment aux fonctions qu'il a occupées, aux écrits de Léo Figuère. Il faut rappeler qu'il a écrit une 20aine d'ouvrages et que ça n'est pas négligeable dans le patrimoine local. C'est un point de vue que nous partageons ensemble. Alors je vais remercier d'abord, parce que ça fait partie des obligations, remercier la municipalité qui nous accueille dans cette salle confortable et qui soutient notre initiative. Alors je ne vais pas citer les élus, tous qui sont là, mais il y a Michel, enfin bon, ils se reconnaîtront. Vous remerciez bien sûr, vous, tous les uns et les autres, d'être venus, d'avoir pris sur votre temps pour... mais enfin, ça va, le temps n'est pas très beau, alors donc on est à l'abri. Remercier les amis du bureau de l'association qui vous accueillent là-bas derrière pour d'abord vous vendre des livres, si vous voulez en acheter, des éditions. Mais là, je ne vais pas parler des éditions puisque le patron des éditions est là. Des éditions du temps des cerises. J'ai vu quelqu'un qui avait parlé du sang des cerises. Bon, jeu de mots moyen. Les livres aussi de Claire Lise, qui vous en dira plus long. Et puis, évidemment, vous inviter à renouveler votre adhésion si vous ne l'avez pas fait, et puis prendre votre adhésion si vous ne l'avez pas fait. Notre association, comme beaucoup d'associations, a besoin de ses adhérents pour vivre et pour avoir des activités. Donc, en plus, comme vous le savez, la vie associative n'est pas quelque chose de très simple, donc il faut être nombreux. Et je vous remercie d'avance de rejoindre les amis de Léo Figuère. Je remercie, alors là, sans les nommer, parce que Gérard le fera, toutes les personnes qui vont intervenir dans cet après-midi, qui va durer jusqu'à tard dans la soirée, enfin pas trop tard quand même, et les remercier d'être venus. Remercier aussi les associations présentes, alors la CA, la RAC, le Mouvement de la Paix, je ne sais pas si le Mouvement de la Paix est représenté, mais enfin bon, il y a qui viennent aussi, qui participent, qui soutiennent nos activités, et nous soutenons les leurs. Je dis d'ailleurs, une petite parenthèse, que le 14 décembre, avec la Bourse du Travail et le Mouvement de la Paix, ils nous feront une soirée sur les problèmes de paix, de désarmement, avec une partie musicale d'un ami qui nous vient d'Irlande. Donc 14 décembre, vous pouvez le noter. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je repasse la parole à Gérard, qui va dérouler toute cette journée, puisque c'est lui qui l'a préparée consciencieusement et courageusement. Merci. Merci Michel. Je pense qu'il faut aussi excuser Catherine Margaté, qui nous a dit qu'elle était nos présidents d'honneur. Il y a aussi Alain Bereteski, que certains peuvent connaître, qui devait venir, mais qui habite très loin et qui ne pourra pas venir. Donc c'est notre 9e initiative de l'association des Amis de Léo Figuère depuis 3-4 ans. Nous avons eu Cuba et les médias, l'histoire et l'Europe sous influence, Nation et ses souverainetés populaires, aux racines du racisme, le Vietnam des luttes de libération, réalité d'aujourd'hui, Front populaire en France et en Espagne, 30 ans d'humanité, octobre 17, la révolution en débat, et très récemment encore, nous avons reçu donc Patrick Besson. Pourquoi l'idée de faire une conférence autour de ce thème, éducation populaire et culture? Tout simplement parce qu'il nous a semblé que le rôle de Léo Figuère, en tant que maire, mais pas seulement en tant que maire, aussi en tant que militant politique et responsable du Parti communiste français, a été extrêmement important. Vous le découvrirez, ou vous le savez peut-être déjà, mais Léo Figuère a été évidemment pendant de longues années responsable des intellectuels au Parti communiste français, et il a de ce fait fréquenté un grand nombre d'intellectuels et d'artistes.
Et ce qu'on peut constater, c'est que lorsqu'il a pris la responsabilité de maire de Malakoff, eh bien, c'est quelque chose qui, évidemment, lui est resté très cher au cœur. Et on peut dire qu'il a marqué d'une façon indélébile cette volonté de poursuivre dans ces deux domaines que sont l'éducation populaire et la culture, deux domaines qui sont évidemment étroitement liés. C'est vrai qu'aujourd'hui, on nous dit souvent que l'histoire, c'est du passé, qu'il ne faut pas trop regarder en arrière. Il est vrai qu'il n'est pas question pour nous aujourd'hui d'avoir une assemblée seulement d'anciens combattants, mais aussi de réfléchir à comment les choses se sont construites, pourquoi elles se sont construites, avec évidemment quelles femmes et quels hommes, mais aussi par quel mécanisme tout ça s'est construit. Et dans cette affaire, évidemment, le rôle de la maison de l'enfance a été certainement très structurant dans notre ville, puisque la maison de l'enfance, qui est la poursuite des patronages laïques municipaux, a pris évidemment un tournant très différent à partir des années 55-56, avec notamment l'arrivée de Zette et Pierre Lunet, puis ensuite l'arrivée aussi de Josette et Henri Papot. Et évidemment, cette maison de l'enfance, vous trouverez d'ailleurs quelques éléments de connaissance là sur les grilles derrière vous. Cette maison de l'enfance, elle a pris un virage très important, et notamment dans le domaine de la culture. Il faut se souvenir que dans les années 60, emmener des groupes parfois de 50 enfants au Louvre ou dans d'autres musées, les lâcher dans le Louvre, chacun avec une petite planchette, mais qui n'était pas un iPad, hein, une petite planchette et un crayon, sur lequel il fallait qu'ils aillent récupérer un certain nombre de découvertes. Et puis on leur disait tout simplement rendez-vous dans 1 heure ou dans 1 heure et demie à tel endroit. C'était déjà très avant-gardiste, puisqu'on avait donc inventé l'iPad. Mais c'était pas évident parce que effectivement, j'ai le souvenir aussi, pour avoir eu des responsabilités au sein de cette maison de l'enfance, que quand on appelait les musées et qu'on disait voilà, c'est pour accueillir un groupe de 50 jeunes de Malakoff, l'accueil n'était pas toujours extrêmement chaleureux et parfois il fallait batailler dur pour obtenir de pouvoir le faire. Donc bon, on reviendra évidemment sur toutes ces questions. Donc voilà, l'idée c'est de réfléchir un petit peu à quel lien il peut y avoir, comment ça s'est transmis et comment on peut passer de l'éducation populaire à la culture et aussi évidemment inversement. Alors, notre journée, une première conférence avec Francis Combes, qui est à mes côtés, qui va être présentée par Gilles en quelques mots tout à l'heure. Cette conférence, on l'a volontairement voulue courte, de façon à vous laisser le temps de poser des questions ensuite. Il y aura ensuite une deuxième conférence par Claire-Lise Charbonnier, qui est ici sur ma gauche, et qui est à l'origine de l'arrivée de la compagnie Charbonnier-Caillatte effectivement sur Malakoff, et ce, en lien, c'est là où il y a un retour, en lien avec le 10e anniversaire de la Maison de l'Enfance en 1965. Il faut savoir que cette pièce, qui a été donc écrite par Claire-Lise et qui a été jouée sur la place du 11 novembre de Malakoff devant sans doute 1500 à 2000 personnes, on se souvenir quand même, qui était interprétée par plusieurs centaines d'enfants, c'était quand même quelque chose d'assez monumental. Voilà. Et dans la poursuite de ce 10e anniversaire, là, c'est là que Léo a usé de toute son influence pour faire en sorte qu'on crée un cours d'art dramatique, puis ensuite qu'on aille vers la constitution d'un futur théâtre au travers d'abord de l'antenne culturelle et puis la construction du théâtre tel qu'il est aujourd'hui, même s'il a depuis été évidemment modernisé. D'ailleurs, c'est assez significatif que sur la place du 11 novembre, le premier édifice qui a été construit, rénové en lieu et place de l'ancien groupe scolaire, ce n'était pas la mairie, mais c'était le théâtre. Voilà ce que j'avais à vous dire. Alors, après la deuxième conférence, évidemment, nous aurons un petit temps d'échange, et puis nous mettrons en place une table ronde. Alors, la table ronde, ce n'est pas pour que les membres de la table ronde discutent entre eux, mais c'est pour qu'ils puissent répondre à vos questions.
Donc nous ferons circuler des micros et vous pourrez poser les questions, échanger, donner vos avis. Hein. La parole est totalement libre. Ensuite, nous aurons une séquence théâtre avec une pièce que Claire-Lise a écrite plus récemment. C'est pas la semaine et 7 jeudi. Vous verrez que c'est une pièce de théâtre, mais qui mêle aussi la musique et la danse. Donc, à la fin de la table ronde, je vous inviterai peut-être à modifier légèrement l'emplacement des sièges pour pouvoir se rapprocher et pouvoir assister à ce très beau spectacle qui a déjà été joué en région parisienne, mais aussi en province, n'est-ce pas ? Bon, je vous inviterai, si vous en avez la possibilité, à nous aider aussi à une participation financière, parce que bon, la troupe, elle vient de Bordeaux, c'est pas la porte à côté, et ça entraîne forcément un certain nombre de frais. Et puis, bien sûr, nous terminerons par un buffet qui se tiendra et au cours duquel vous pourrez évoquer tous vos vieux souvenirs, vieux ou moins vieux d'ailleurs, et vous pourrez donc échanger. Je tiens aussi, tant que j'y pense, à signaler que j'ai évoqué tout à l'heure quelques noms. Ça a été Pierre Lunet, mais évidemment, il y a des représentants de la famille Lunet dans cette salle, et ils pourront bien sûr prendre aussi la parole, poser des questions, intervenir comme ils le souhaitent. Voilà. Ben, je crois que je vais passer la parole à Gilles, qui va vous présenter Francis Combes. Bonjour à vous, toutes et tous. Mes amis d'enfance, mes amis de jeunesse, bon, tu vois, ça ne nous rajeunit pas, mais ils sont là. Donc je suis heureux aussi de présenter Francis Combes, un monsieur très brillant, je trouve, et un monsieur qui a plusieurs facettes dans le domaine de la création littéraire, et je vais en dire quelques mots. Alors, tu es poète et en même temps directeur des éditions du Temps des Cerises, on y reviendra un peu plus tard, mais j'ai vu que tu étais diplômé de Sciences Po, ça mène à tout, ok, et que tu as fait des études de langue orientale, en particulier le russe, le chinois, et aussi même une langue un peu bizarroïde qui est le hongrois. Mais tu es aussi très tôt engagé politiquement, puisqu'il adhère au JC. Et après, il devient un étudiant, brillant, je suppose. Et il prend des responsabilités au niveau des étudiants communistes, puisqu'il devient le secrétaire des étudiants communistes, tout en intégrant la direction nationale du mouvement des jeunesses communistes. Et à la même époque, pratiquement, tu es élu conseiller général du Val d'Oise et le plus jeune conseiller général de France. Ça n'a pas duré, mais en tout cas, tu as fait un mandat. Tu as fait un mandat. Voilà. Et puis, par la suite, par ton engagement politique au sein aussi du Parti communiste, tu deviens directeur littéraire des éditions Messidor, que beaucoup connaissent. Et en 1993, tu crées les éditions du Temps des Cerises avec un collectif d'écrivains, Bordier, René Ballet et aussi Patrick Besson. Comme le disait Gérard, on a eu le plaisir de le recevoir. Un être aussi brillant, ce fut un régal, tant par le contenu que par l'humour. Tu es d'accord avec moi ? Et avec ces écrivains, tu voulais ouvrir en quelque sorte un espace d'expression hors des sentiers battus de la pensée dominante. Francis aussi a eu d'autres responsabilités. Il est l'un des fondateurs et le président de l'association L'Autre Livre, qui regroupe les éditeurs indépendants. Poète, c'est sa principale activité quand même. Hein. Tu as publié une quinzaine de recueils ainsi que des anthologies, quelques ouvrages en prose aussi. Et ces poèmes ont été traduits dans de nombreuses langues. Et tu aussi, et je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a quelques années, il y avait une campagne d'affiches avec des poèmes dans le métro. Le créateur de cette campagne, je ne sais pas pendant combien de temps, ça s'est arrêté, 15 ans.
Voilà, tu as dirigé jusqu'à l'année dernière, je crois, la Biennale internationale des poètes du Val-de-Marne. OK. Et ce qui est intéressant aussi, c'est ce que tu dis à propos de la poésie, et ça rejoint un peu le thème qu'on abordera ce soir. Tu dis, pour moi, la poésie, un fragment de ce que tu as pu déclarer, est une fabrique de bonheur, un transformateur électrique qui convertit nos sentiments et nos idées en énergie. Elle est à la fois la conscience et l'utopie du monde. Parole intime, elle est d'utilité publique. Il a aussi une activité de journaliste. Si vous lisez L'Humanité, il a une chronique tous les jeudis avec son épouse Patricia Latour sur les expressions de la langue française. Il aborde ce sujet avec beaucoup d'humour. Et je suppose que vous lisez, moi en tout cas, je lis beaucoup, je m'amuse beaucoup, et je découvre effectivement les mystères de la langue française. Et je sais aussi que Francis s'attaque beaucoup au franglais, hein, quand même. T'aimes pas beaucoup. Et puis, pour terminer, ou presque, il a écrit un ouvrage qui a été édité en 2018, qui s'appelle La Galère d'un jeune, je suppose, hein, d'un jeune de banlieue, à l'époque de cette précarité, je dirais, généralisée. Et je ne serais pas complet si je ne rappelais pas quand même que tu fus l'éditeur de Léo, mais aussi son ami. Alors, vous aurez à votre disposition tous les livres de poèmes, ses proses, son dernier livre, La Galère, qui pourra dédicacer en fin de conférence ou à l'occasion de l'intermède. OK. Et Francis va s'installer derrière la table. Tu peux revenir aussi. Non. Et il va nous parler du Parti communiste et de la culture. À toi, Francis. Merci Gilles pour cette présentation très détaillée et pratiquement exhaustive. Ça montre que tu es bien renseigné. Et puis merci à vous pour cette invitation. Je suis touché d'être là avec vous à Malakoff et puis aussi impressionné par le monde réuni dans cette salle qui montre la vigueur de l'association des Amis de Léo Figuère, hein, sa réalité. Donc, il m'a été demandé de vous parler d'un thème qui est un vaste thème que nous n'épuiserons certainement pas, qu'en tout cas moi je n'épuiserai pas, qui est le PCF et la culture. D'emblée, mais je crois que cela va de soi, ce que je vous en dirai est évidemment une opinion personnelle qui est née de mon activité militante et en même temps de mon activité artistique et éditoriale, de mon activité intellectuelle, pour dire les choses d'un seul mot. Et à la fois, j'espère pouvoir vous apporter peut-être quelques éléments d'information, puis aussi quelques éléments de réflexion que je vous soumettrai. Bon, je dis que c'est un vaste sujet, que nous n'allons pas l'épuiser, mais quand même, j'ai besoin de faire un tout petit retour en arrière. Je commencerai par affirmer que l'histoire du rapport entre les communistes en France et la culture date d'avant le mouvement communiste. C'est une histoire qui prend racine dans l'origine du mouvement ouvrier et du mouvement progressiste et révolutionnaire de ce pays. En fait, ça remonte à la vérité, à ce qu'on a appelé les Lumières, le grand mouvement d'émancipation intellectuelle et politique initié par les philosophes du XVIIIe siècle. Vous connaissez la formule de Diderot, il faut rendre la philosophie populaire. Le projet des philosophes du XVIIIe, qui était déjà un grand projet d'émancipation humaine, sociale aussi dans une certaine mesure, même s'il n'avait pas de la société une analyse très scientifique encore, c'était un projet d'émancipation qui passait d'abord par la diffusion de la culture et de la connaissance. Ça n'est pas un hasard si un homme comme Diderot, dans le même temps qu'il écrivait des pamphlets philosophiques comme La Lettre sur les aveugles ou d'autres textes célèbres, en même temps a été l'ouvrier de ce grand chantier intellectuel que fut l'encyclopédie. Et puis on pourrait parler du rôle de Rousseau dans la définition d'une pensée politique moderne, dans la fondation en vérité d'une pensée de la démocratie et d'une pensée de la souveraineté populaire. Puis
du rôle de Voltaire dans sa lutte contre l'obscurantisme. Bon, le mouvement ouvrier français a repris cet héritage-là, très vite. Et tout à son origine, dans le même temps qu'il s'occupait de défendre les revendications matérielles, économiques, des premiers ouvriers, des artisans, il s'intéressait à leur culture, à leur formation, à leur émancipation culturelle et humaine. On pourrait citer plusieurs exemples. Flora Tristan, dont on ne sait pas toujours qu'elle fut en vérité pratiquement la mère du mouvement ouvrier français. Flora Tristan, qui était une femme formidable, la grand-mère de Gauguin, une descendante de, paraît-il, ça c'est ce qu'elle racontait, d'un empereur précolombien, mais qui était un grand écrivain romantique, l'une des premières femmes journalistes, et très célèbre en son temps, très connue, à un moment, devant le spectacle de la misère de la classe ouvrière, qu'elle a connue en Angleterre et en France, s'est décidée à se battre pour la liberté et l'égalité du monde du travail. Et elle avait créé un embryon de mouvement ouvrier autour d'un livre qu'elle a écrit qui s'appelle l'Union ouvrière. Elle faisait le tour de France avec ce livre en réunissant des cercles d'ouvriers. Elle est d'ailleurs morte d'épuisement, traquée par la police, persécutée. Au cours de cette tournée, elle est enterrée dans un petit cimetière de Bordeaux. Mais j'évoque la figure de Flora Tristan parce que c'est très emblématique que peut-être le premier acte d'apparition d'un mouvement ouvrier organisé, même si ça n'a pas duré longtemps, parce que à peine après la mort de Flora Tristan, la police s'est occupée de détricoter tout ce qu'elle avait pu constituer. Mais c'était lié à ce combat social et à ce combat culturel. On pourrait citer aussi les premières bourses du travail, avec Pelloutier, qui étaient non seulement des lieux où les ouvriers pouvaient se réunir et défendre leurs intérêts, mais où il y avait aussi, dès le départ, des bibliothèques, un effort de formation professionnelle notamment. Ça a été l'une des premières préoccupations du mouvement des bourses du travail. On pourrait évoquer évidemment la figure d'Eugène Varlin, qui est une des grandes figures de la Commune de Paris, et pour qui le combat pour la lecture était déjà un combat révolutionnaire. Les communistes s'inscrivent dans cette histoire-là, avec une caractéristique un peu particulière, sur laquelle je voudrais attirer votre attention. Sur ce sujet comme sur d'autres, on peut dire que le marxisme, Marx, Engels et ses successeurs, ont à la fois prolongé et rompu une tradition. Ils ont prolongé et rompu parce que, jusqu'à Marx, l'idée dominante dans le mouvement ouvrier, dans les premiers cercles d'ouvriers, que Marx a fréquenté à Paris, par exemple, c'était qu'effectivement, l'émancipation viendrait du progrès de la connaissance. Et c'était la tâche essentielle que s'assignait, par exemple, la Ligue des Justes, qui était ce regroupement d'ouvriers, d'artisans, d'origine allemande, mais il y avait, vous le savez, à Paris, une très forte colonie de travailleurs immigrés allemands. Ils étaient 100 000, paraît-il, à peu près, et qui étaient assez organisés, influencés par les idées socialistes naissantes. Marx les a côtoyés. C'est en vérité beaucoup auprès d'eux qu'il s'est forgé une conscience politique. Mais il a vu très vite, avec son ami et compagnon Engels, les limites de leur action. Il y a un épisode célèbre, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce très beau film sur le jeune Marx, qui montre bien ça, comment Marx et Engels réussissent à faire changer la devise de la Ligue des Justes, pour d'abord faire changer son nom, pour que ça devienne la Ligue des communistes, et puis que leur devise, au lieu d'être « tous les hommes sont des frères », devienne prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Hein, justement parce que pour que tous les hommes soient des frères, il faut certains changements révolutionnaires. Et c'est ça la rupture qui a été introduite par le socialisme qu'on a appelé scientifique, en tout cas la théorie de Marx, qui considérait que l'émancipation ne pouvait pas provenir d'une simple élévation du niveau culturel, d'un simple effort pédagogique. Ça passe aussi par des transformations radicales de la société, et notamment des transformations des rapports de production et d'échange. Donc il faut toucher à l'économie, il faut toucher au rapport de propriété, il faut toucher au Grisby, si je puis dire. Hein. On pourrait d'ailleurs avoir le même raisonnement sur d'autres sujets, et je me permets de souligner que c'est un raisonnement très actuel, parce que par exemple,
on parle beaucoup des questions du féminisme, mais pareillement, sur les questions de l'égalité homme-femme. Sur les questions de l'égalité homme-femme, l'apport du marxisme, c'est de dire que, bien sûr, il faut sans attendre faire évoluer les mentalités, mais qu'on ne pourra résoudre réellement ces questions que dans le cadre d'une transformation d'ensemble de la société. C'est un point de vue révolutionnaire. Mais ce point de vue révolutionnaire ne les a absolument pas conduits à minorer la place de la culture. Au contraire. Déjà, si on prend l'œuvre de Marx lui-même, qu'est-ce qui la caractérise? C'est essentiellement la volonté de mettre à la disposition du mouvement ouvrier naissant les connaissances scientifiques les plus élevées de son temps. Marx était un bourreau de travail, il passait ses nuits sans dormir, il fréquentait la bibliothèque du British, de la Bibliothèque nationale d'Angleterre. Il a éclusé, si je puis dire, toute la littérature économique, philosophique et politique de son temps, mais avec une seule obsession, qui n'était pas de faire une œuvre universitaire, c'était vraiment de mettre le meilleur des connaissances de son temps au service des prolétaires, de ceux qui n'étaient rien et qui devaient devenir tout. Ça, c'est quand même ce qui distingue au départ le marxisme. Et sur la lancée de ce bond en avant de la pensée et de l'action qu'a été la création de la Première Internationale, l'intervention de Marx, le manifeste communiste et l'embryon du mouvement communiste, les mouvements révolutionnaires qui ont marqué et même dominé le XXe siècle, parce que le XXe siècle a bien été le siècle des révolutions, tous, quelle que soit leur forme et quelles que soient les tragédies qui les ont souvent accompagnés, tous ces mouvements révolutionnaires ont promu d'une manière audacieuse et radicale la culture. Finalement, si vous regardez l'histoire concrète des révolutions du XXe siècle, toutes, l'une de leurs premières actions a été de grandes campagnes d'alphabétisation. C'est ce qui s'est passé en Russie. La Russie, au moment de la Révolution, 90% de la population est analphabète. C'est ce qui s'est passé en Chine, c'est ce qui s'est passé à Cuba. Il n'y a pas eu de révolution sociale qui ne soit passée par une révolution de la culture et de l'éducation. Et par la suite, quand se sont développés des régimes qui ont essayé de développer des sociétés non capitalistes, socialistes, avec tous les défauts que ces sociétés ont pu avoir et que nous connaissons bien, que certains d'entre nous qui ont eu l'occasion d'aller à plusieurs reprises dans ces pays ont pu vérifier des visus, si je puis dire, il y a quand même quelque chose qui reste. Et qui reste comme une nouveauté. Il y a plusieurs faits qui restent comme des nouveautés tout à fait inédites dans l'histoire de l'humanité. La première chose, c'est que pour la première fois, les travailleurs étaient mis sur le devant de la scène. On édifiait des monuments, non pas à des généraux, mais à des ouvriers, ce qui, d'un point de vue symbolique, veut dire beaucoup. La classe qui était censée être au pouvoir était enfin celle qui, depuis des années, des siècles, trimait dans la salle des machines, dans les sous-sols de la société. Ça, c'est quand même un bouleversement considérable, et c'est ce qui fait que ce sont des révolutions. Mais ensuite, il y a deux changements dans la vie quotidienne qui étaient tout à fait remarquables pour qui a un petit peu fréquenté ces pays. Le premier changement, c'était une certaine sécurité sociale, si je puis dire, dans la vie quotidienne. Les gens n'avaient pas d'inquiétude pour le lendemain, pour leur travail. Ils n'étaient pas inquiets du chômage. Ils ne craignaient pas qu'un huissier débarque chez eux pour les expulser de leur appartement s'ils n'avaient pas payé le loyer. Moi, je me rappelle, par exemple, qu'en Tchécoslovaquie, le mot même d'huissier avait été oublié dans la langue. Ils ont dû le réintroduire après la révolution de velours. C'est un mot qui avait disparu de la langue. Et le deuxième changement très important, c'était que dans tous ces pays, la culture avait une place essentielle. Pour la première fois, finalement, la valeur suprême n'était pas l'argent, c'était la culture. L'être remplaçait l'avoir comme idéal de l'humanité. Et ça, c'est quand même un bouleversement considérable qui a laissé des traces profondes, y compris aujourd'hui. Dans les pays occidentaux où les partis communistes ont une certaine influence, il en a été de même. Et en France en particulier, à travers l'action du Parti communiste, dont je vais dire un mot ou deux. Le rapport du Parti communiste à la culture s'est beaucoup affirmé dans les années 30, qui sont justement les années de formation politique et militante de Léo Figuère. Parti communiste qui, comme vous le savez, est né du congrès de Tours et d'une décision de la majorité des délégués du Parti socialiste de l'époque, a connu une première phase dite de bolchevisation,
Il a essayé de découvrir un peu le marxisme, s'organiser d'une manière nouvelle, faire que, par exemple, ce ne soit plus les élus qui dirigent le parti, mais des militants issus de la classe ouvrière, etc. Mais très vite, alors qu'il aurait pu se cantonner à ça et connaître le sort de beaucoup de partis communistes à l'Ouest qui sont restés des petits groupes isolés, minoritaires, sous l'impulsion notamment de Maurice Thorez, mais pas seulement, de gens aussi comme Paul Vagnon-Couturier, par exemple, hein, ou Moussinac, Marcel Cachin avant, toute une pléiade d'hommes, de dirigeants. Le Parti communiste a su, dans les années 30, faire la jonction entre le mouvement ouvrier et la culture nationale. Et ça, c'est peut-être ce qui a été le plus décisif dans l'histoire des communistes français. Ça n'a pas été simple. Il a fallu combattre un certain sectarisme naturel, une sorte d'impatience révolutionnaire. Aragon, par exemple, m'avait raconté comment il s'était fait, si vous me permettez cette expression un peu familière, remonter les bretelles par Maurice Thorez, parce que dans les années 30, il était très engagé dans un combat anti-religieux. Il animait des publications, finalement, d'esprit très anarchiste, hein, très à bas la calotte. Hein, et Thorez, qui préparait sans doute, qui commençait à réfléchir à la main tendue aux travailleurs chrétiens, mais qui était déjà dans une réflexion qui devait déboucher sur le Front populaire, lui a dit « Arrête, tu déconnes, il faut pratiquer l'union et il faut arrêter cette attitude sectaire. » Ça a beaucoup fait réfléchir Aragon, qui par la suite a lui joué un rôle tout à fait essentiel dans la capacité des communistes français à réévaluer tout l'héritage culturel national. Un mot sur Aragon. Alors qu'il avait été l'un des principaux acteurs de l'aventure surréaliste avec Breton, Soupeau, Éluard, qui d'abord a été un mouvement dadaïste, ça a commencé par le dadaïsme avant le surréalisme, un mouvement de révolte assez nihiliste, de rejet d'une culture qu'il considérait comme faillie, puisqu'elle avait conduit à l'énorme boucherie de la Première Guerre mondiale. Et donc, il y avait dans le mouvement surréaliste bien des actes qui avaient un caractère comme ça très anarchiste. Dans les années 30, Aragon a progressivement procédé à une réévaluation aussi de la culture et de l'héritage national. Et ça a débouché sur ce qu'on a appelé la poésie de la résistance, jusqu'y compris une relecture par lui des troubadours du XIIe et du XIIIe siècle, hein, toute une réévaluation de l'héritage du roman bourgeois, qui n'est pas que bourgeois. Et ces aspects-là ont compté beaucoup dans la capacité des communistes français, d'abord à jouer un rôle actif pendant le Front populaire, et surtout ensuite à jouer un rôle décisif dans la résistance. Parce qu'ils ont su reprendre le drapeau rouge d'une main et le drapeau tricolore de l'autre sans difficulté. Au fond, l'idée était une idée politique stratégique exprimée par Thorez, qui dit la chose suivante: la bourgeoisie n'est plus capable d'assumer le destin national et il faut que la classe ouvrière reprenne à son compte le destin de la nation, l'héritage national. De manière critique, on ne va pas reprendre par exemple l'héritage colonialiste, hein, on ne va pas le revendiquer, on va le combattre, mais le meilleur de la culture nationale, il faut que ça devienne le bien de la classe ouvrière. Ça a profondément marqué les communistes français et ça a irrigué leur politique culturelle partout, je crois notamment dans les municipalités. Il y a eu un énorme travail qui a été fait partout, ne serait-ce que si on prend les municipalités de la banlieue parisienne, de ce qu'on appelait autrefois la banlieue rouge, qui l'est beaucoup moins évidemment, qui est parfois devenue rose, aujourd'hui parfois bleue ou blanche. Mais enfin, ce qui reste de toute cette histoire, c'est que dans des villes comme Gennevilliers, comme Nanterre, comme Aubervilliers, comme Malakoff, comme Ivry, Vitry, ce sont des municipalités ouvrières qui ont créé des théâtres et qui ont été à la pointe du combat pour la diffusion du théâtre en France. Rappelons par exemple le rôle de Vitez à Ivry, ou le travail qu'a fait dans la ville où j'habite, Aubervilliers, un camarade, même si j'ai eu parfois des désaccords avec lui, incontestablement, il a joué un rôle considérable, qui est le rôle qu'a joué Jacques Ralit dans le combat pour la culture, d'abord comme maire adjoint, comme maire, et puis ensuite aux États généraux. Tout ça, c'est un héritage. Et Léo s'inscrit dans cette histoire. Léo, d'une manière singulière,
mais en même temps tout à fait caractéristique. Il est pour moi emblématique de ce que furent un certain nombre de dirigeants communistes, qui étaient à la fois des dirigeants ouvriers, d'origine ouvrière, et qui sont devenus des intellectuels. Le Parti communiste a joué pendant des années, pour les raisons que j'expliquais auparavant, un formidable lieu de promotion culturelle de la classe ouvrière. Pas de promotion sociale individuelle permettant aux gens de faire des carrières. On n'entrait pas au Parti communiste pour faire des carrières et pour s'enrichir, mais on s'est levé. Un homme comme Roland Leroy, par exemple, ancien cheminot, était capable de parler avec n'importe quel intellectuel. Et Léo, comme Jacques Duclos aussi, ancien pâtissier, qui n'avait aucun problème pour discuter avec des savants, des intellectuels, des artistes, ou comme Maurice Thorez, ou comme Léo Figuère. Léo Figuère, il est d'une origine modeste. Son père a été, après des mésaventures familiales, il est devenu jardinier et même ouvrier maraîcher, en fait. Et la première enfance, la prime enfance, la jeunesse de Léo a été marquée par la pauvreté, pour ne pas dire la misère. Mais ce qui a fait de lui l'homme qu'il est devenu, je crois, et on le voit dans le livre que vous avez contribué à éditer avec Le Temps des Cerises, c'est la passion qu'il a très vite contractée de la lecture. À 12 ans, il avait déjà plus de 100 livres dans sa petite bibliothèque personnelle. Et puis après, c'est par la lecture aussi, à la lecture de l'humain notamment, qu'il est devenu communiste. Et c'est par la lecture qu'il s'est formé une culture personnelle, parce que jamais on ne peut faire l'économie d'un effort personnel dans ce domaine. Pour reprendre une formule d'un grand marxiste qui était Antonio Gramsci, il faut se faire les ouvriers de nous-mêmes. Voilà. Et c'est ça que l'engagement révolutionnaire a poussé à faire pour des milliers d'hommes et de femmes. Donc Léo a eu ce rôle. Et il se trouve qu'effectivement, dans le cours de ses responsabilités, il était amené, ce qui peut paraître étrange, à être responsable des intellectuels de la culture pendant plusieurs années. En gros, de 57 à 63, je crois, quelque chose comme ça. Dans une période très dure pour le Parti communiste, parce que moi, je n'ai pas vécu cette époque. Je suis né en 53, je suis né l'année de la mort de Staline. Mais pour moi, Staline, ça fait partie de notre histoire. Je ne l'efface pas de ma mémoire. Voilà. Ça fait partie de notre histoire. Et Léo intervient, il est mis à cette place de responsabilité après la mort de Staline, après le 20e congrès du Parti communiste de l'Union soviétique, où le rapport Khrouchtchev dénonce les crimes de Staline, la déviation du culte de la personnalité, après l'intervention soviétique en Hongrie, les chars à Budapest, une situation qui avait provoqué, vous l'imaginez, un énorme séisme parmi beaucoup de militants communistes, et très particulièrement parmi les intellectuels. Certains sont partis sur la pointe des pieds, et pas les plus mauvais. Je pense au grand romancier Roger Vaillant, mais qui était venu au communisme d'une manière peut-être un peu idéaliste. Il était rentré dans le communisme comme on entre en religion. Il avait un mythe du bolchevique et de la pureté bolchevique qui s'est effondré à ce moment-là. Il n'est jamais devenu anticommuniste. Il est resté jusqu'à la fin de sa vie très, très proche de ces idées-là. Le grand philosophe Henri Lefebvre, qui est peut-être le plus grand philosophe marxiste français, aujourd'hui malheureusement un peu oublié, a quitté sur la pointe des pieds le parti, pratiquement, il n'a pas repris sa carte. D'autres sont partis avec plus de fracas, et il y a eu des débats terribles au sein du parti. Et Léo s'est attaché avec Laurent Casanova, qui était une grande figure du Parti communiste, qui a été écarté après pour des désaccords politiques qu'il avait avec Maurice Thorez, notamment, sur les questions de l'attitude à avoir face à De Gaulle. Léo s'est attaché à entretenir dans cette période le dialogue avec les intellectuels. Il a organisé de très nombreuses réunions avec des centaines d'intellectuels, où il en a entendu des vertes et des pas mûres, mais ça n'a pas entamé sa patience et sa capacité d'écoute, sa courtoisie non plus, que vous avez connue. Et il a pris de grandes initiatives dans cette période. On lui doit notamment 2 idées. La création de la Semaine de la pensée marxiste, qui est une grande chose, qui a vécu très longtemps, qui pour moi, par exemple, a été quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ma jeunesse. Et puis la constitution de ce qu'on a appelé le CERM, le Centre d'études et de recherche marxiste, qu'on a appelé aussi l'Institut Maurice Thorez à un moment, puis qui est devenu après l'Institut de recherche marxiste, qui était un lieu où les intellectuels ont pu jouer un rôle actif pour essayer de renouveler le marxisme, parce que au lendemain du stalinisme, je vais essayer de ne pas être trop long, il fallait remettre les choses en chantier. D'une certaine façon, il faut toujours les remettre en chantier. Le marxisme s'était certainement ossifié.
dogmatisé. Et il y a eu non seulement un grand trouble, mais aussi une période d'intense créativité intellectuelle, avec des débats entre philosophes qui n'ont pas été simples. Par exemple, il y a eu un grand débat dans ces années-là, au moment des années 60, entre d'une part Roger Garaudy, que j'ai bien connu, qui a malheureusement mal fini, mais qui a été un homme remarquable et un grand esprit, avant de décliner beaucoup. Roger Garaudy, qui était le grand philosophe marxiste du parti à l'époque et qui présidait justement à ce centre d'études et de recherche marxiste, lui, il voulait, pour sortir du stalinisme, ouvrir le marxisme et ouvrir le dialogue, notamment avec les chrétiens et avec les autres courants philosophiques français, pour essayer de trouver ce qu'il y avait de bon dans la pensée des autres. Ce qui était en vérité une démarche très juste, et c'était la démarche de Marx lui-même, en son temps. Et puis, certains philosophes un peu plus jeunes qui avaient un autre souci, je pense notamment à Althusser, dans une certaine mesure à Lucien Sève, qui voulaient redonner au marxisme sa scientificité. Parce que l'un des travers de la période stalinienne, du point de vue intellectuel, c'est évidemment d'avoir porté atteinte à certains principes humanistes, par la répression, des exécutions sommaires, voire parfois la torture, mais c'est aussi d'avoir soumis le caractère scientifique de la pensée, de la théorie, à des besoins politiques immédiats. Ça a même conduit à certaines aberrations. Par exemple, à l'affirmation qu'il y avait, par Zhdanov, par des dirigeants soviétiques de l'époque, d'un côté une culture prolétarienne, de l'autre côté une culture bourgeoise. Mais ça a été plus loin. Parce qu'on peut dire qu'il y a des éléments bourgeois et prolétariens dans la culture, ça c'est vrai. Mais ils ont été jusqu'à dire qu'il y avait une science prolétarienne et une science bourgeoise. Ça a été toute l'affaire Lysenko. Il fallait ressortir de tout ça. Et quelqu'un comme Althusser, par exemple, lui voulait redonner de la scientificité au marxisme. À mon avis, parfois, et ça c'est mon point de vue personnel, en tordant beaucoup le bâton dans un sens quasiment structuraliste et d'une certaine façon un nouveau dogmatisme. J'étais pour ma part beaucoup plus lié à Henri Lefebvre, avec qui j'ai fait un livre à la fin de sa vie, qui pour moi est un penseur en vérité beaucoup plus radical et en même temps beaucoup plus ouvert. Et je pense que les deux qualités sont nécessaires. Il faut être à la fois révolutionnaire et en même temps très ouvert. C'est la difficulté, mais quand on est sûr de ses convictions, on n'a aucun problème pour faire preuve d'ouverture et dialoguer avec tout le monde. C'était peut-être pas toujours le cas dans ces débats. Ça a débouché sur un comité central en 1966, en mars 66, qui a marqué, comité central d'Argenteuil, qui portait sur deux questions: les débats idéologiques entre philosophes communistes, notamment sur cette question de l'humanisme, et les questions de l'art et de la création. Sur le premier point, Waldeck-Rochet est intervenu dans le débat avec la volonté, finalement, d'être conciliant avec les uns et les autres, de garder les uns et les autres, en rappelant certains principes de base, en disant oui, le dialogue avec les chrétiens est nécessaire, mais il ne faut pas abandonner la philosophie marxiste, il ne faut pas abandonner le matérialisme, notamment, et la dialectique, parce qu'il y avait cette tentation-là, et ça s'est vérifié par la suite dans l'évolution de Roger Garaudy. Et en ne donnant pas raison à Althusser, qui prônait, lui, ce qu'il appelait l'anti-humanisme théorique, et en défendant l'idée qu'il y avait un humanisme communiste, un humanisme marxiste. Mais en laissant la place au débat quand même entre philosophes, sans rompre et sans fermer le débat, tout en rappelant certains principes. Et pour ce qui est des questions de l'art, de la création, le comité central d'Argenteuil, dont la résolution avait été rédigée par Aragon sur ce sujet, a affirmé très nettement la nécessité de la liberté la plus complète de création. Ça a été très important parce que c'est vrai que dans la période stalinienne, il y avait une tendance à s'ingérer dans la vie de l'art, de la culture, et à la régenter. Il y a eu des débats finalement très malheureux parfois sur le réalisme socialiste, où on expliquait aux peintres comment ils devaient peindre, aux musiciens comment ils devaient faire de la musique, etc. On peut bien penser que ça n'est pas tout à fait le rôle du parti, d'autant que si on est vraiment matérialiste, on pense que la création, la pratique, précède la théorie, dans une large mesure. En tout cas, comme disait le grand poète allemand Goethe, gris est l'arbre de la théorie vers celui de la pratique. Et donc ça a été une avancée et ça a été très bénéfique. Il y a eu après la nouvelle critique qui s'est développée sur une base beaucoup plus ouverte. Ça a eu
aussi eu un effet positif pour les lettres françaises jusqu'en 72. Et ça a été un moment finalement de libération. Je pense pour ma part que, en même temps, le comité central d'Argenteuil a ouvert une période dont nous ne sommes d'ailleurs pas sortis, où il y a eu certaines dérives à partir de cette affirmation très nécessaire de l'autonomie de la culture. C'est-à-dire qu'on est passé de l'affirmation d'autonomie à l'idée d'une indépendance complète. Et finalement, à l'écart de la politique, je veux dire. Et finalement, à un indifférentisme, à un éclectisme, qui fait que, bien souvent, les communistes se sont mis à penser que la philosophie, c'était l'affaire des philosophes, la littérature, c'était l'affaire des écrivains, et on avait guère à s'en mêler. Alors qu'il y a un contenu idéologique, un contenu de classe, il y a des questions qui sont posées à la société dans la création artistique et qui font que les communistes ne peuvent absolument pas être indifférents. Qui plus est, je pense pour ma part, comme Gramsci, qu'il n'y a pas de mouvement politique possible révolutionnaire qui ne s'appuie sur un courant culturel. S'il n'y a pas de courant culturel progressiste, révolutionnaire dans la société, capable de mettre en avant des valeurs, des images, des idées, des histoires, des mots qui portent à la fois la dénonciation du système, mais aussi l'espérance d'un avenir meilleur, la politique devient une pauvre chose, qui finit par se réduire aux élections et à la gestion. Pour garder le souffle révolutionnaire, l'élan, il faut que la politique s'appuie sur un courant culturel. C'est d'autant plus important, et ce sera le mot de la fin de mon introduction, et en vous priant de m'excuser d'avoir été un peu plus long que ce que j'aurais dû, certainement, mais ce sont de vastes sujets, donc vous m'excuserez sans doute. C'est d'autant plus important aujourd'hui. Pourquoi ? C'est qu'il y a eu un changement presque de nature dans la place de la question de la culture dans la société capitaliste. Pendant longtemps, en gros, dans le mouvement ouvrier, il fallait se battre pour que les travailleurs accèdent à la culture. Nous ne sommes plus tout à fait dans cette situation. La bourgeoisie, à l'époque de la mondialisation capitaliste et de la révolution numérique et de tout ça, a donné une culture à tout le monde. Mais quelle culture ? Quelle culture ? Personne n'échappe aujourd'hui à la sous-culture américaine, à la culture de consommation, à la culture aliénante. Donc, ça n'est pas simplement l'accès à la culture, la question posée. C'est aussi au sein de la culture un combat pour une culture libératrice, une culture de qualité, une culture créative, une culture de la libération humaine, et non pas une sous-culture de bêtissement et l'abrutissement généralisé auquel nous assistons malheureusement. Parce que c'est ça la situation. On vit dans une période d'aliénation culturelle et je dirais même linguistique de plus en plus. Donc je pense que les communistes et ceux qui s'attachent au combat progressiste pour une autre société, loin de se désintéresser de ces questions culturelles, doivent au contraire les investir avec audace. Voilà. J'ai certainement oublié de vous dire des choses que je comptais vous dire, mais ce n'est pas très grave. Un grand merci à Francis Combes pour cet exposé. On a quand même un peu de temps pour le dialogue, avant de passer à la conférence suivante. Donc n'hésitez pas à poser des questions, donner des avis. Il y a ici un micro qui peut circuler. Il veut commencer. Toujours la plus difficile, mais après ça passe. Allez. Oui, je voulais juste rappeler, parce qu'on a parlé du lien entre la philosophie et notamment et la classe ouvrière. J'en ai profité avec un de mes amis d'adolescence, l'Université Nouvelle. Oui, bien sûr. Où on avait des cours de philosophie marxiste, entre autres. Alors, voilà. On peut se réjouir que renaissent des initiatives un peu de ce genre, avec la création d'universités permanentes et puis des initiatives qui sont prises ou cela pour recréer des formes d'universités populaires. C'est très nécessaire et c'est très, très bénéfique. Il s'agit sans doute plus aujourd'hui d'enseigner le marxisme comme si c'était une pensée unique et monocorde.
Selon l'expression d'Henri Lefebvre, le marxisme est une pensée devenue monde. D'abord parce qu'elle a rayonné dans le monde entier. Et elle a subi l'influence. Plus elle s'est élargie au monde, plus elle a été transformée par le monde. Il y a un marxisme chinois, il y a un marxisme soviétique, il y a eu un marxisme soviétique, il y a un marxisme américain qui est très, très vigoureux actuellement. Et cette pensée de monde est obligatoirement plurielle, multiple, contradictoire. C'est une culture, en vérité, une culture immense. Et il ne s'agit pas d'essayer d'en diffuser, je crois, un abrégé appauvri, mais c'est quand même une culture critique, et pas simplement critique d'un point de vue spectateur du monde, parce que vous savez ce que disait Marx, et c'est d'ailleurs il y a 2 phrases sur la tombe de Marx dans le cimetière de Highgate à Londres, qui ont été écrites. La première, c'est « Prolétaires de tous les pays, unissez-vous », en anglais, évidemment. Et la deuxième phrase, c'est jusqu'à maintenant, les philosophes n'ont fait qu'interpréter le monde, il faut le changer, il faut le transformer. Mais c'est ça la grande nouveauté du rapport à la philosophie. La philosophie cesse d'être une activité contemplative pour devenir une activité de transformation du réel. Donc ça veut dire que effectivement, ça ne peut pas rester une activité seulement des spécialistes. Bien sûr, il y a des spécialistes de philosophie. Et heureusement, parce que c'est aussi une activité d'une grande exigence intellectuelle, où on ne peut pas dire n'importe quoi. Mais le rapport à la pratique, au mouvement, est indispensable pour ne pas devenir des philosophes en chambre, quoi. Merci. Bonjour. Bonjour. Merci pour cet exposé. En tant qu'arrière-petite-fille d'un cheminot communiste dans la banlieue bordelaise, je me demandais, vous en avez parlé un petit peu, mais quel était l'impact sur la vie quotidienne des militants communistes à l'époque Quand tu prends, par exemple, ce livre qui raconte la vie de Léo, bon, il raconte non seulement la place que la lecture a occupée pour lui, dès son plus jeune âge, dès 10, 11 ans, 12 ans, la lecture de l'humanité, mais il raconte aussi que toutes les semaines, à Perpignan, si je ne me trompe pas, venait en visite Étienne Fajon, je crois, qui animait une école, donc dans les années 30, une école pour expliquer aux quelques militants communistes qui étaient là les textes de Marx, le manifeste, mais pas simplement, la critique du programme de Cota, les textes du Capital, etc. C'est-à-dire qu'il y a eu un effort de formation qui a été très important, d'éducation, qui passait par des écoles locales, fédérales, nationales. Il y avait même pendant un temps une école internationale à laquelle Léo Figuière a été, une école de l'international. Puis après, on a une école qui s'appelait l'école de Moscou, qui durait 1 an, pour certains, j'en ai connu, qui ont fait l'école de Moscou. Et c'était un gros effort d'éducation collective. Il y a un roman d'André Steele, qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelle Le Premier Choc, qui se passe justement dans ta région, qui met en scène des militants qui s'opposent aux bases militaires américaines sur la côte atlantique. Mais il est intéressant, ce roman, parce qu'il parle de la vie quotidienne d'un militant dans les années 50, et il montre que tous les soirs, après son boulot, sur son coin de table, il prenait des bouquins, il les annotait, il prenait des notes dans un cahier, il étudiait, quoi. C'était considéré comme une très grande valeur. Aujourd'hui, on est dans une situation très différente parce que avec Internet, avec Google, avec Facebook même, beaucoup de gens, et en particulier dans la jeune génération, mais pas seulement, sont d'emblée plongés dans un immense flux d'informations, ce qui fait qu'ils ont le sentiment de tout savoir en vérité, sans avoir besoin d'apprendre, sans avoir besoin de faire cet effort. Et le danger, évidemment, c'est que on est en train de nous formater le cerveau. La façon dont on réécrit l'histoire de France, par exemple, est très caractéristique de ce point de vue. Dans les manuels scolaires, quand maintenant on vous explique que le fascisme et le communisme, c'est 2 totalitarismes qui ont marqué le XXe siècle. C'est sur les mêmes pages. Il y a eu un totalitarisme noir, un totalitarisme rouge. Et c'est des choses qui passent comme une évidence, parce que c'est enseigné dans l'école, c'est reproduit dans les médias, etc. D'où l'importance encore plus grande qu'hier
de se faire sa propre culture, de se faire l'ouvrier de soi-même, de ne pas se laisser mener par le bout du nez, par l'idéologie dominante, comme les esclaves du temps d'Hammurabi à qui on mettait un anneau dans le nez pour les tirer. Hein, voilà. Aujourd'hui, cet anneau s'appelle Internet, il est virtuel, mais il n'en est pas moins réel. Oui, je remercie Francis Combe de m'avoir appris quelque chose. C'est effectivement que c'était Léo qui était à l'initiative des Semaines de la pensée marxiste et du CERM, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui, pour moi en tout cas, a été effectivement d'une importance extrême quand j'étais jeune. D'autre part, c'est important effectivement d'avoir rappelé effectivement la question des écoles. Je me souviens d'avoir participé à l'école fédérale puis ensuite centrale, et j'étais avec un gars qui était à l'époque communiste et qui ensuite avec qui j'ai travaillé, qui était haut fonctionnaire, et qui m'a dit, de toutes mes études, c'est la première fois que j'ai le sentiment d'avoir quelque chose d'aussi complet. Parce qu'effectivement, je veux dire, les écoles, telles qu'elles étaient à l'époque, on embrassait un peu tout. L'autre chose que je voudrais dire, c'est à partir de quelque chose, l'humanité. Bon, enfin moi, donc effectivement, je suis né avec l'humanité chez moi, évidemment, tous les jours. Bon, et c'est vraiment un journal, je trouve quand même absolument extraordinaire que, actuellement, dans les conditions actuelles de la presse, ce journal, dont on connaît les difficultés, continue à paraître, mais avec le contenu absolument incroyable qu'il a au niveau culturel. Bon, et alors, effectivement, il m'arrive, j'ai quelquefois, effectivement, discuté avec des collègues, ils me disent, mais je leur dis, mais allez voir l'humanité. Allez voir l'humanité, vous verrez ce que fait. Et alors, ce que je trouve effectivement extraordinaire dans l'humanité, c'est cette fidélité à l'esprit de Jaurès, qui, quand il a créé l'humanité, a dit, nous créons un journal populaire, et c'est justement pour cela qu'on doit avoir un journal, parce qu'on s'adresse au peuple, avec un contenu culturel extrêmement élevé. Bonjour. Merci tout d'abord de vos propos, très intéressants, qui nous ont rappelé qu'il existait quand même des époques assez, je dirais, merveilleuses en ce qui concerne la culture. Mais alors ne pensez-vous pas que nous, en tant que citoyens, nous, hommes et femmes, nous, en tant que parents, ne sommes pas responsables justement de cette culture d'abrutissement et d'appauvrissement dont vous parliez. Il me semble qu'il y aurait un moyen assez simple de lutter contre ça, mais là c'est juste mon avis, ça s'appelle le boycott. Hein, et d'ailleurs on n'utilise pas assez ce moyen pour lutter contre les choses pour lesquelles nous ne sommes pas d'accord. Votre intervention est très courte, mais elle soulève de grandes questions. Et j'ai quand même envie de dire deux choses. La première, quand vous parlez des époques merveilleuses, je suis ravi si mon enthousiasme naturel vous a donné ce sentiment, mais je pense que elles n'étaient pas forcément très merveilleuses, ces époques-là. Ce qui est vrai, par exemple, quand je parle de la rencontre qu'il y a eu entre le mouvement communiste français et la culture nationale, ça a été décisif. Ça explique que ce parti soit monté à 25%, voire plus des voix à certains moments, et qu'il ait joué le rôle que nous savons dans l'histoire nationale. Mais ça a été le parti, non seulement de Torres, Cachin et d'autres, c'était le parti de Picasso, le parti d'Éluard, le parti d'Aragon, le parti de Joliot-Curie, de Paul Langevin, d'Henri Vallon, de Marcel Prenant, de nombreux scientifiques, de nombreux philosophes, etc. Et le paradoxe, c'est que, curieusement, c'est dans la période où nous étions le plus sectaires qu'il y a eu le plus d'intellectuels à rejoindre le Parti communiste. Pas toujours pour y rester très longtemps, hein, mais pourquoi ? Mais parce que le Parti communiste paraissait fort, sûr de lui, sachant ce qu'il voulait, vers quoi il avait l'intention d'aller, porteur d'un idéal, et puis en même temps conforté par l'existence de l'Union soviétique, bien sûr, et puis après
l'extension du socialisme en Asie et en Europe. Bon, tout ça a beaucoup compté, mais c'est un vrai paradoxe. Hein, c'est un vrai paradoxe. Parce que quand après, dans les années 60, nous avons reconnu la nécessité du pluralisme, ce qui était absolument juste, légitime, nécessaire, ce qui a débouché d'ailleurs sur la politique du programme commun, la possibilité de faire progresser l'Union. Hein. On a aussi, pour des raisons qui ne tiennent pas qu'au Parti communiste français, qui tiennent aussi à l'évolution mondiale, mais qui tiennent aussi à l'évolution propre du Parti communiste français, perdu beaucoup de notre couleur. Le drapeau rouge, longtemps exposé au fronton des bâtiments officiels dans certains pays, a fini par passer. La couleur a fini par passer. Et l'identité des communistes, leurs différences, on a eu de cesse, par exemple, je me rappelle très bien, dans les années 70, d'expliquer que nous étions comme tout le monde. Oui, bien sûr, évidemment qu'on est comme tout le monde. Et en même temps, si on est communiste, c'est justement à cause d'une certaine différence. Hein. Et si on l'oublie, cette différence, si on la laisse s'effacer, on perd notre raison d'être, tout simplement, et notre utilité dans le mouvement général. Première remarque que je voulais faire. Deuxième remarque, c'est sur aujourd'hui ce que l'on peut faire. Parler de boycott. Ça n'est peut-être pas facile. Chacun fait comme il peut, hein, et comme il l'entend. Il se trouve que j'ai des enfants et des petits-enfants, 4, et que je vois bien la difficulté de la chose, parce que, par exemple, nous avions pris ce pli tous les soirs, dès qu'ils étaient tout petits, de leur lire des poèmes. Ils réclamaient des poèmes de Victor Hugo. Parfois, ils n'en comprenaient pas bien le sens, mais ils étaient heureux comme tout qu'on leur lise des poèmes de Victor Hugo. Je pense qu'il y avait une des raisons, c'était que l'avantage de la poésie à leurs yeux, c'est que ça retardait l'heure du coucher. Hein. Mais bon, disons que ça peut être une utilité réelle de la poésie, et pourquoi pas après tout. Hein. Et puis ils étaient bercés par une certaine musique de la langue, par une certaine beauté tout simplement de la langue, hein, qui les a marqués profondément. Néanmoins, aujourd'hui, ils ont une dizaine d'années, et si nous tournons le dos, ils sont collés à leurs tablettes, à leurs jeux vidéo, qui sont quand même terribles, où on passe son temps à tirer dans le tas, où on répond de manière instinctive à des impulsions de la machine. C'est-à-dire qu'on devient, vous savez, Marx dénonçait le capitalisme parce que sous le capitalisme, l'ouvrier d'usine devenait l'appendice de la machine. Sa main devenait l'appendice de la machine. Mais aujourd'hui, c'est notre cerveau qui devient l'appendice de l'ordinateur. Il y a une annihilation technologique qui, si nous ne réussissons pas à la briser, nous brisera. Nous a déjà brisé dans une certaine mesure. Donc il faut regagner, reconquérir sur ce terrain-là. Et c'est vrai que, par exemple, avec les enfants, il n'y a pas d'autre solution que d'organiser le sevrage. Je ne pense pas qu'il faille leur interdire les tablettes, par exemple. Mais il faut absolument pouvoir dire, bon, tu as le droit de faire ça pendant 1 heure dans la journée, et après, tu n'y touches plus. Tu n'y touches plus, parce que sinon, ils s'abrutissent. Et ils deviennent nerveux, ils deviennent agressifs. Bon, parce qu'ils ne sont plus eux-mêmes, tout simplement. C'est la définition exacte de l'aliénation. Or, la culture dans cette société est devenue un instrument d'aliénation, la culture industrielle, hein, des industries culturelles. Mais malheureusement, c'est le même mot qui recouvre les deux choses. La culture est son ennemi, en quelque sorte. L'anticulture. Il faudrait peut-être l'appeler l'anticulture, tout simplement. Hein. Et ça l'est devenu parce que ça ne laisse pas la place à l'esprit critique, à la distance. Il y a un grand penseur marxiste, il y a un grand artiste du XXe siècle qui était Bertolt Brecht. Et Claire Lise et tous ceux qui sont passionnés par le théâtre savent bien ce que Brecht disait de la distanciation. Alors il en parlait pour le théâtre, mais en vérité, c'est une idée juste pour la vie elle-même, pas seulement pour le théâtre. La nécessité d'une distance critique à l'égard des choses. Il faut être à la fois passionné, mais garder la tête froide en quelque sorte. C'est ce que ces nouveaux médias empêchent de faire si on s'abandonne à eux. Donc il faut apprendre aux enfants à devenir maîtres de ces objets et non pas esclaves. C'est difficile. Il y avait une question. Dominique. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose à ce que vous avez dit sur Léo et la culture.
c'est que ça vient de l'époque où nous avons fêté le 20e anniversaire du Théâtre 71, non, le 40e, pardon, excusez-moi, du Théâtre 71, et en préparant les notes pour l'intervention du maire et de Jacques Ralite, qui est intervenu, puisque Léo était mort quelques jours avant, et Serge Lana, qui était à l'origine du Théâtre 71, était mort aussi juste quelques jours avant Léo. Et en préparant ça, j'ai un peu regardé pas mal d'archives que j'avais personnelles sur le théâtre et sur toutes les années de travail avec Léo. Et j'ai longtemps discuté avec Jacques Ralite, qui est intervenu pour cet anniversaire. Et Jacques Ralite m'a rappelé m'a appris quelque chose que j'avais un peu compris avant, mais pas précisément. C'est qu'il m'a dit que pendant la période où Léo était responsable de la culture et des intellectuels, c'est lui qui est à l'origine, il l'a dit aussi simplement qu'il le disait, que disait Ralite, ça va. Léo, tout de suite, il nous a tous réunis et il nous a dit, voilà, maintenant, il faut construire des théâtres, il faut faire un travail en avant pour la culture. Et je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu particulier à Malakoff, c'est qu'à cette époque-là, Léo était, en même temps, il a été maire de Malakoff en 65, donc c'est juste à la fin de sa responsabilité de la culture et des intellectuels, et il a gardé tout le temps ce sens-là de faire quelque chose pour aller un peu plus loin. Et ce qui appartenait, j'ai relu tout à fait par hasard hier, parce que je cherchais des bouquins sur Léo, et dans la bibliothèque, j'ai trouvé un livre que lui-même avait écrit, qui s'appelle le Parti communiste, la culture et les intellectuels. C'est un livre qui a été édité en 62 aux éditions sociales, dans laquelle c'est lui qui fait la grande introduction de 30 pages, et dans lequel tout le monde y passe. Et là-dedans, il insiste chaque fois sur l'alliance avec les intellectuels et les gens de la culture. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je pense que cette notion de dialogue avec les intellectuels, avec les gens de la culture, qui étaient ses amis, parce que dans ce livre, il y a aussi quelque chose qui est symptomatique, c'est qu'il parle de ses grands amis, les ajouts, c'est Paul Éluard, c'est Fernand Léger, c'est Picasso, enfin ce sont vraiment ses grands amis. Alors vraiment pour insister sur le fait que dans sa formation à lui, il y avait tout le temps cette nécessité de tout ce qu'il aimait, et il avait une telle passion pour sa ville que tout ce qu'il aimait, il a voulu la donner. Il l'a donné à tout le monde et il l'a après ça donné à sa ville. Ou en même temps, il l'a donné à sa ville. Mais je crois qu'il faut vraiment insister sur le rôle qu'il a eu vis-à-vis des maires des autres villes. Et je dois dire, je me suis un peu énervée lorsque j'ai entendu l'année dernière, vu un texte en disant la ville de Malakoff, comme toutes les villes de la Banlieue Rouge, avait un intérêt particulier pour la culture. Non, c'était un peu plus que ça chez nous. Voilà. Donc, je voudrais, si vous me permettez, appuie sur le bouton. Non, je voudrais simplement, si je dois conclure notre petit moment d'échange, ce qui ne nous interdira pas de discuter ensuite individuellement, vous lire un petit poème, si vous m'autorisez, qui est un poème tiré d'un livre que j'ai publié il y a quelques années, qui s'intitule Cause commune. Ce sont des poèmes sur l'histoire des révolutions, sur l'histoire du vieil idéal qui existe dans l'humanité depuis l'Antiquité, en fait. Régulièrement déçu et toujours renaissant, cet idéal d'une humanité réconciliée avec elle-même et avec la nature, qui a nom communisme, que d'autres ont pu appeler anarchie, que d'autres ont pu appeler le royaume de Jésus sur terre, comme vous voulez. Hein. Mais ce vieil idéal utopique, qui est une aspiration profonde, je pense que si nous y renonçons, on renonce à l'idée même d'humanité. L'humanité n'existe que dans le projet de l'humanité. C'est-à-dire dans le projet d'une humanité capable de surmonter ces divisions de classe, de race, de sexe, de nation, etc., de frontières. Hein. C'est ça l'idée du communisme. Et en fait, c'était Auguste Blanqui qui disait ça. L'idée du communisme s'identifiait, pour lui, exactement au mot de civilisation. On ne peut pas avoir une conception plus large de la chose, hein, plus ouverte. Mais je voudrais vous lire juste un tout petit poème tiré de ce livre sur la période actuelle, qui s'intitule « Les réalisations du capitalisme », parce que ça touche à notre débat sur la culture.
les réalisations du capitalisme. Ainsi, ce système aura sous nos yeux accompli des miracles. Sous son règne, l'abondance se révèle cause de misère. Le progrès engendre la barbarie. Le renforcement de l'État, l'insécurité. Le développement des médias, la sous-information. Les conquêtes fulgurantes de la science, l'ignorance généralisée. La mondialisation économique, les guerres tribales. L'unification du marché mondial, la division des travailleurs et des peuples. Quant aux artistes, il ne leur reste plus qu'à produire des marchandises et à cultiver la laideur. Voilà. C'est un poème un peu dur, mais bon. Les temps sont durs. Hein. Bien, alors je ne suis pas une femme d'éloquence. Je suis une femme d'écriture. Alors il me faut mon petit pense-bête. D'autant plus qu'on m'a demandé un exposé qui va en fin de compte se résumer à une énumération de faits avec des dates et des citations à l'appui, donc il faut que j'essaye de ne pas me tromper. Alors évidemment, il me semble que Guy Kayat aurait été le plus, comment dire, légitime pour faire cet exposé, mais malheureusement, il est mort en 83 à 44 ans. Et bon, il est vrai, partagé sa vie et son engagement artistique. Et puis, même si j'ai tout le temps de notre aventure malakofiote qui a duré 20 ans, j'ai toujours travaillé à plein temps à l'école des hautes études en sciences sociales. Mais quand même, on se voyait, surtout le soir, la nuit même, parce que les nuits étaient très courtes pour faire deux choses comme ça. Et puis aussi, j'ai une bonne mémoire. Et puis, je tiens un journal au jour le jour depuis près de 60 ans. Ça aide pour trouver les détails. Voilà, je voudrais commencer par un souvenir relativement récent qui date du 26 mai 2011. C'est ça? Oui. C'est la dernière fois que j'ai vu Léo Figuière, quand je passais à Malakoff, parce que j'habite maintenant en province. Je lui faisais toujours une visite, que je pourrais dire d'amitié, dans son bureau de la mairie. Et nous parlions, et il a toujours eu beaucoup d'attention à moi, et je garderai toujours dans l'oreille la façon dont il m'appelait avec son magnifique accent, Claire-Elise. Et nous avons parlé notamment ce jour-là d'une séance de cinéma dont il sortait. Il avait vu le dernier film de Terrence Malick qui s'appelait The Tree of Life, qui venait d'avoir le Grand Prix du Festival de Cannes. Et il me disait son agacement sur son mysticisme et sa religiosité diffuse. J'étais assez d'accord avec lui. Et nous avons aussi parlé de la Pologne parce que le livre qu'avait fait la Krikotéka, une fondation de Cracovie qui parle des avant-gardes polonaises, venait de sortir et parlait de notre expérience à Malakoff avec Tadeusz Kantor, dont je reparlerai un peu plus tard. Si j'ai voulu évoquer cette rencontre, c'est que pour moi, elle a résumé toutes les qualités et les caractéristiques de Léo, parce qu'en plus, j'étais un peu handicapée, j'avais 2 côtes cassées. Il m'a raccompagnée à l'ascenseur avec sollicitude. Et voilà, c'était tout lui, c'est-à-dire la bienveillance et l'esprit critique, le partage et l'attention à la culture. Alors, je remercie bien sûr les amis de Léo Figuière de m'avoir demandé de faire cet exposé qui s'appelle donc non, attendez, c'est plus loin, ça. Non, ça c'est le titre général de votre exposé. Mais avant, on m'a demandé de parler simplement du développement de la culture à Malakoff pendant le mandat de maire de Léo Figuière, qui a coïncidé avec notre activité de compagnie théâtrale et d'ouverture du Théâtre 71.
Évidemment, je ne parlerai que de ces expériences et pas de ce qui a pu se faire par ailleurs sur le plan culturel dans la commune de Malakoff. Je voulais aussi saluer le titre de cette journée, de l'éducation populaire à la culture, parce que justement la culture, Francis en a parlé un peu, la culture se place sur un autre plan. C'est une notion universelle qui transcende d'une certaine manière les variations des politiques culturelles et qui est portée par des créateurs. Et Léo l'avait parfaitement compris dès qu'il a été élu maire au printemps 65. Il a créé, ce qui n'avait jamais été fait à Malakoff, un poste de maire adjoint à la culture et il y a nommé Georges Poinçon. Alors Georges Poinçon était un technicien, un ingénieur de haut niveau, ce qui ne le prédisposait pas forcément à la tâche dont on l'avait chargé, mais Léo savait juger les hommes. Et Georges Poinçon a dit d'ailleurs son évolution au fur et à mesure des années. Je découvris peu à peu, dans le concret de l'action quotidienne, tout ce qui différenciait la création de l'action militante. Aragon nous l'avait pourtant bien appris, on ne corrige pas la colombe de Picasso. Et pendant les 12 ans que Georges Poinçon a été notre interlocuteur, il a été attentif à nous, plein de curiosité, d'humilité et de bonne foi, ce qui n'est pas si courant. Alors la chance de Malakoff, c'est de cette rencontre entre un grand politique convaincu que le temps d'une culture de haut niveau était venu pour sa ville, déjà riche en réalisations sociales, la rencontre avec un jeune créateur inventif et batailleur et qui avait fait le pari de la banlieue. D'emblée, Malakoff a été secoué par un événement, les 10 ans de la Maison de l'Enfance, dont on a déjà parlé, tu en as déjà parlé et vous en reparlerez certainement. Et là, pour nous, ça a été notre première entrée dans Malakoff avec la pièce que j'avais écrite, La semaine des 7 jeudis, en juin 1965. Et alors là, Guy avait réussi non seulement à mobiliser les enfants, leurs moniteurs, la direction de la maison, mais aussi les sportifs. Et ça, je peux vous dire que c'est un drôle de boulot, parce que moi, j'essaye dans ma commune, je n'y arrive pas. Et Guy avait réussi à convaincre les sportifs de faire les décors vivants de ce spectacle. C'était magnifique. Et d'ailleurs, ça a eu un retentissement énorme, à tel point qu'à partir de cette expérience, un cours d'art dramatique municipal a été créé à la rentrée 1965. Et là, Guy était quelqu'un d'atypique. C'était un enfant de la rue, de la débrouille, un autodidacte, mais incollable sur le théâtre. Et qui savait trouver les mots pour convaincre de l'intérêt du théâtre des gens qui n'y étaient pas du tout préparés. Alors, ce cours a été le noyau de la première entreprise théâtrale à Malakoff. C'était pour une fête, une manifestation du mouvement de la paix au Stade Lénine, en juin 1966. J'avais fait un poème dramatique pour un chant de colombe qui a été joué à cette occasion et où il y avait aussi des représentants venus de RDA, je me souviens. Et puis est arrivée l'antenne culturelle. Alors je ne sais pas si certains se souviennent de ce qu'était l'antenne culturelle. C'était un théâtre mobile qui était subventionné par ce qu'on appelait à l'époque le Centre culturel intercommunal de la Seine, géré par une communauté de communes et qui se transportait de commune en commune de la périphérie. Et là, l'antenne culturelle est arrivée
à Malakoff. Et c'est là que nous avons créé la première pièce sur la guerre du Vietnam, qui s'appelle La guerre entre parenthèses, qui a été écrite par Georges Feldlandler et moi-même. Alors, l'antenne culturelle était d'une architecture révolutionnaire qui correspondait bien à notre désir de théâtre éclaté, qui ne correspondait pas au théâtre à l'italienne habituel. Et son concepteur, Jacques Bosson, qui est disparu trop tôt, hélas, en disait « La salle et la scène sont engendrées par un seul centre géométrique, et c'est là, je crois, que réside le secret de la communication théâtrale. » Évidemment, ce projet et cette réalisation étaient chers au cœur de Léo Figuière, dont on connaît l'implication dans la guerre d'Indochine. C'est à la suite du départ de l'antenne culturelle, qui a laissé beaucoup de regrets et d'envie, que Kayat a présenté à la municipalité un projet de mai culturel, c'est-à-dire un ensemble de manifestations à dominante théâtrale qui étaient proposées à la population. Et ce projet a été accepté, mais évidemment, nous n'avions pas de lieu dédié. Et là, nous avons dû faire l'inventaire de tous les lieux possibles à Malakoff pour accueillir les différentes manifestations que nous avions prévues. Alors, il y avait le terrain vague de la rue Hoche, parce qu'il y avait un terrain vague à la rue Hoche, le marché couvert de la place du 11 novembre, avec sa belle structure métallique à la Baltard, hélas disparue, le parc Léon Salagnac et son théâtre de verdure, le grand gymnase René Rousseau avec sa belle architecture en bois comme une coque de bateau renversé, la petite salle tout en longueur de ce même gymnase. Qu'est-ce qu'il y avait encore? La maison de la jeunesse du rond-point Henri Barbus, et même une usine désaffectée où avait eu lieu dans le temps le Sky, l'usine désaffectée de Sky. Ces lieux nécessitaient pour certains une mise en état et pour d'autres un partage avec les utilisateurs réguliers. Et Léo Figuière nous a toujours soutenus dans les compromis nécessaires. Notre désir était de présenter au plus grand nombre une expérience culturelle un peu élaborée et qui avait le mérite d'avoir une certaine durée. Pour la faire connaître, nous avons loué un vieil autobus qui avait pour destination Mai culturel de Malakoff, et nous avons sillonné Malakoff et les environs pour présenter ce programme. Et ma foi, nous avons eu assez de succès parce que pendant les 10 premiers jours de ce premier mai culturel, nous avons réussi à rassembler 3000 personnes. Et figurez-vous que ce mai culturel, il s'est tenu en 1968. Alors là, c'est l'actualité qui nous a fait concurrence. Je me souviens qu'au Malakoff Palace, le cinéma le Malakoff Palace, nous devions présenter un jeu théâtral autour du beau livre de Robert Merle, Un animal doué de raison. Quand celui-ci est arrivé de Nanterre, où il était professeur d'anglais, en nous disant « La situation est révolutionnaire », ce qui ne nous a, au contraire, pas empêché de jouer. Mais nous avons joué accompagnés par le bruit des grenades lacrymogènes qui éclataient au quartier latin. De même, notre princesse Turandot, qui devait être jouée au théâtre de verdure, s'est arrêtée le jour de sa première, parce que c'était le 13 mai 1968, où a été proclamée la grève générale. Après concertation, nous avons mis un calicot sur notre vieil autobus annonçant « Le mai culturel joue pour les grévistes ».
Et nous avons fait connaître au comité de grève de Malakoff et des alentours que nous irions jouer à leur demande sur leur lieu de travail, ce qui a été fait. Alors évidemment, le bilan de ce premier mai culturel a été positif, d'abord parce que c'était une expérience humaine rare, mais aussi par l'existence, nous avons découvert à cette occasion l'existence d'un public potentiel à gagner et à fidéliser. Guy Kayat a dit, voilà le rapport qu'il a fait sur ce premier mai culturel. Il a été axé sur la création de spectacles. Ceci correspond à une exigence primordiale du créateur. Envisager une politique culturelle basée sur la venue de spectacles disparates, même s'ils sont de bonne qualité, c'est perdre de vue ce qu'est une véritable implantation culturelle, c'est-à-dire donner au public la possibilité de suivre une démarche culturelle cohérente liée à une équipe et à une éthique. La municipalité, en acceptant une direction artistique unique du mai culturel, a compris ce souci, ce qui est le seul moyen de gagner à longue échéance la bataille culturelle. Guy Kayat mentionnait aussi dans ce rapport le grand projet municipal qui commençait à prendre corps, la création d'une salle polyvalente. Là, je reprends les paroles de Léo Figuière. Dans le même temps, Guy faisait le siège du ministère pour obtenir tout d'abord une préfiguration d'un centre d'action culturelle à Malakoff, usant avec l'insistance qu'il savait y mettre de tous les arguments susceptibles de montrer ce qu'une telle entreprise pouvait avoir d'original et de créatif dans une ville moyenne de la banlieue, à la lisière de la capitale. Sa combativité et jusqu'à sa hargne, sa capacité de conviction aussi, eurent raison de tous les obstacles, de toutes les objections au plan local, départemental et national. La ville lui doit donc d'avoir pu mettre en place ce centre d'animation culturelle. Le mai culturel a continué pendant les années 69 et 70, mais en 71, nous avions enfin ce lieu magnifique, le Théâtre 71, qui s'inscrivait dans un vaste plan de rénovation du centre-ville, et qui était nommé ainsi en hommage à la Commune de Paris qui fêtait cette année de l'inauguration ses 100 ans. Les partis pris architecturaux de ses concepteurs, Serge Lana et Daniel Rosen, ont intéressé plus tard Jack Lang quand il a pris la direction du théâtre de Chaillot en cours de rénovation. Il est venu visiter notre salle pour s'inspirer de sa conception. Les objectifs d'un centre d'animation culturelle ou d'action culturelle, comme on l'a nommé plus tard, sont de promouvoir la culture sous toutes ses formes. C'est là que la personnalité, le passé, les choix de l'équipe entrent en jeu. Quand on n'est pas créateur, on peut certes imprimer sa marque à travers des choix cohérents, mais si l'on est créateur soi-même, on a à cœur de faire comprendre sa recherche permanente au fur et à mesure de son évolution. C'est pourquoi, à mon avis, et puis ça a été vérifié, les entités culturelles ont des chances d'être plus vivantes et riches de prolongements fructueux aux mains des créateurs plutôt que des administrateurs. Une convention liait la compagnie Charbonnier-Kayat et le Théâtre 71. La compagnie était la cellule de création du théâtre et en faisait au moins une par an, indépendamment de celle que nous recevions, évidemment, dont je vais reparler. Alors, les moyens financiers n'étaient pas toujours à la hauteur des ambitions d'un théâtre de haute qualité dans tous ses aspects, mais Kayat avait un esprit de découverte et qui lui permit de découvrir des créateurs de valeur dans tous les domaines
culturelle. Et pour lui, l'important, le premier signe de notre implantation, c'était d'avoir une visualité forte, une identité visuelle forte. Et c'est comme ça qu'il a découvert Jean Alessandrini, qui était à l'époque un illustrateur pour Paris Match, pour lui, dont il a créé le logo, pour Pilote, et qui nous a fait l'affiche de la semaine des 7 jeudis en utilisant les traits de Gérard Lhomme dans l'affiche. C'est dommage que vous ne l'ayez pas, j'aurais pu vous en apporter une. Et puis, Jean Alessandrini a créé aussi le logo du Théâtre 71, qui a perduré jusqu'à la fin de la direction Kayat et de la nomination d'un autre directeur. J'ai repris d'ailleurs ce logo pour mon groupe de théâtre de Gironde, Trace Théâtre en Jeu, qui vous présentera le spectacle qui suit. Alors, pour cette identité culturelle, il y a d'abord eu Michel Biot. C'était un jeune typographe plein d'inventions, et vous avez des signes de ses créations sur les panneaux de gauche. Et puis après, c'est un ami qui était professeur à l'école Boulle, qui nous a fait des décors et des costumes, et surtout qui a créé le visuel du bulletin Parcours, qui, à partir de 1960, je ne sais plus, enfin, voilà, dans les années 70, et jusqu'à la fin de notre aventure, a rythmé nos activités et les a présentées. Enfin, il y a eu Pierre-Noël Drin, qui était alors directeur des Beaux-Arts de Dijon et professeur, merci, à l'Académie Charpentier, qui a été, à partir de 1976, décorateur, qui a fait aussi les costumes, et puis qui m'a épaulée dans la conception du livre « Fragments pour une histoire théâtrale », qui porte en sous-titre « Une compagnie, une ville », qui retrace à travers une multiplicité de témoignages l'aventure magnifique que nous avons vécue pendant près de 20 ans à Malakoff, dont j'ai apporté les quasi derniers exemplaires. Alors, Kayat avait un pouvoir de persuasion phénoménal, ce qui nous a permis de travailler avec des gens dont le statut et la notoriété étaient plus établis que le sien, et d'amener à Malakoff des noms prestigieux, comme par exemple le compositeur Pierre Henry, qui a créé pour nous et chez nous son œuvre de musique électroacoustique Gymkhana, grand événement dans le gymnase René Rousseau, avec concert au sol. C'était magnifique, on était sur des matelas sur le sol, sous la voûte en bois de ce magnifique lieu, etc. Il y a aussi eu Gilles Béramy, qui avait pris la suite de Pierre Boulez au domaine musical et qui est venu les dimanches matins au Théâtre 71 pour des concerts d'initiation à la musique contemporaine. Le designer Marc Held, qui est resté un ami, qui a fait les décors de Rosa Rosis, la pièce qui a inauguré le Théâtre 71. Et à l'international, Guy Kayat a pris des contacts avec le Théâtre Vidi de Lausanne, le Théâtre Royal de Liège, le Théâtre in Palast de Berlin-Est, avec lesquels nous avons eu des échanges de spectacles. Et bien sûr, la Pologne, qui a une grande place dans nos activités et même dans l'histoire de Malakoff. Nous avons fait plusieurs voyages en Pologne et rencontré beaucoup de gens du champ culturel, notamment une madame Rudnicka, qui était critique de théâtre, qui officiait à Paris et qui avait vu plusieurs de nos spectacles, dont Rosa Rosis, elle s'était dit, elle nous avait dit, mais cette évocation de la bureaucratie est très intéressante pour la Pologne.
Et donc, elle nous a mis en relation avec Kazimierz Brown, qui était le directeur du théâtre de Lublin, en Pologne, à l'est de la Pologne, qui a traduit ma pièce et a engagé Guy Kayat pour la monter en Pologne avec des acteurs polonais. Alors, à cette occasion, nous avons rencontré à nouveau Tadeusz Kantor, que nous avions découvert au Festival de Nancy et invité avec sa poule d'eau, une pièce de Witkiewicz arrangée à la sauce Kantor, et qui avait également été jouée dans le gymnase René Rousseau. Alors, je considère toujours Tadeusz Kantor comme un acteur majeur de la scène contemporaine. Et donc, nous avons eu le projet de le faire venir à Malakoff pour jouer avec des acteurs français une pièce. Et ça a été l'expérience des cordonniers. En effet, notre compagnie était capable de s'effacer devant des projets qu'elle considérait comme importants, et c'est ce qui a été fait. Là, Kantor, en 1973, a donc monté les cordonniers de Witkiewicz. Il a fait, je crois, une seule autre fois cette expérience de monter une pièce avec des comédiens étrangers, mais bizarrement, aucune mention de cette expérience rare n'a fait de traces, n'a laissé de traces dans l'actualité et même dans l'histoire française. Alors, évidemment, à l'occasion d'études qui paraissaient sur Kantor, chaque fois, je racontais cette histoire, j'informais, j'envoyais des documents. Ça n'a jamais été pris en compte. Et comme on n'est jamais prophète chez soi, c'est une chercheuse polonaise, Karolina Czerska, qui a remarqué sur Internet mes alertes, et ça l'a beaucoup intéressée. Du coup, avec la Krikoteka, dont je vous ai dit que c'était la fondation de Cracovie consacrée à l'étude des avant-gardes polonaises, a publié un ouvrage en bilingue, français et polonais, sur l'expérience des cordonniers à Malakoff. Alors, pour les besoins de cette histoire, Karolina a rencontré Léo Figuière en juin 2010, et voici le récit qu'elle en fait. Léo Figuière, maire honoraire de Malakoff, homme d'intelligence, charme, culture. Bien sûr, il connaissait très bien Kayat. Il confie que cet homme jeune et ambitieux vivait pour l'art et qu'il aurait tout fait pour que souffle à Malakoff le vent nouveau de l'avant-garde. Le maire ne s'est jamais ingéré dans la programmation artistique. Il avait confiance dans les choix de Kayat. Il a connu en personne Kantor, qui l'a beaucoup impressionné. Il a immédiatement pressenti la formidable personnalité de cet homme. Il a vu le spectacle Les Cordonniers qui lui a beaucoup plu. La presse n'a pas été tendre. Dans cette période, dit M. Figuière, l'activité artistique qui n'entrait pas dans les schémas établis et les écoles reconnues était critiquée. Les critiques en France, c'est un sujet difficile. Sur ce dernier point, ça n'a guère changé. Et voilà. Bon, cet ouvrage n'est pas exempt d'imperfections et d'erreurs, venues de protagonistes sans histoire ou, pour certains, sans scrupule dans la relation d'une histoire qu'ils ont arrangée à leur sauce. Mais ce livre a au moins le mérite d'exister, et c'est déjà ça. Karolina Czerska m'a rappelé récemment que la présence à Malakoff, à partir de 1924, de Polonais d'un mouvement d'avant-garde, et c'est justement les deux photos qui sont dans le premier panneau à gauche, là dont on m'a demandé ce qu'elles représentaient, sont des photos d'époque, des années entre 24 et 31. Il y a eu des artistes qui sont venus habiter Malakoff et qui avaient même leur atelier route de Montrouge.
Et plus près de nous, bien sûr, il y a eu Roman Chišlevich, génial affichiste et spécialiste du collage-montage, dont il y a eu une rétrospective récemment au Musée des Arts Décoratifs, et qui nous a fait 2 affiches, une pour la pièce de Mouloudji, Paris by Night, et une pour la dernière pièce que Guy a montée, Mère Courage. Et Roman Chišlevich nous a fait un dernier cadeau, c'est la couverture du livre Fragments pour une histoire théâtrale. Alors on peut dire que tout au long de ces années, le nom de Malakoff a brillé bien au-delà des limites de cette commune. Et ce rayonnement a été dû à l'implication de Guy Kayat, mais il répondait ainsi à la confiance de Léo Figuière, qui ne lui a jamais fait défaut et qui parlait toujours avec bienveillance de leur relation, comme cette confidence. Bien des fois, après un spectacle, nous repartions à pied pour nous donner le temps de l'échange d'opinions. Kayat ne restait pas en dehors des combats populaires pour la justice, le progrès et la paix. Il y prenait une part active par ses engagements politiques personnels connus, mais aussi par ses créations artistiques. Il agissait constamment en citoyen et en créateur. Kayat, jusqu'au bout, sera fidèle de manière inséparable à sa conception d'un théâtre courageux et toujours renouvelé, et à l'idéal de libération humaine au progrès duquel, sans illusion excessive, un tel théâtre doit contribuer. Alors les tâches de gestion ont trop souvent pris le pas sur la création, mais c'était le choix de Kayat parce qu'à travers l'établissement d'une programmation, il faisait des rencontres qui étaient l'oxygène de sa création. Et sa passion était contagieuse. C'est ainsi qu'il tirait de ceux qui avaient un peu mis leur ego au vestiaire le meilleur d'eux-mêmes. Merci au fidèle Le Gouil, qui a été de toutes les aventures, des meilleures aux plus tragiques, à l'ami sculpteur Jacques Renaud, qui l'avait bien compris, lui qui a appelé l'œuvre dont il a fait cadeau pour la tombe de Guy au cimetière municipal, Les Veilleurs. On peut regretter la mort prématurée de Guy Kayat, parce qu'à mon avis, il n'a pas eu le temps de donner sa mesure en tant que créateur, mais au moins sa trace est vivace. Et lors des 40 ans du Théâtre 71, devant la belle exposition qui retraçait la préhistoire et l'histoire de ce lieu, et lors du pot clôturant cette célébration, des gens m'ont accosté pour me dire combien Guy leur avait été précieux, en des termes qui m'ont touché et qui lui auraient plu. Il nous bousculait, nous heurtait souvent, mais ça nous faisait réfléchir. Ça pulvérisait nos certitudes. Ça nous plongeait dans le chaos, mais une complexité qui est celle du monde d'aujourd'hui. Et ça, on ne l'a jamais oublié. Bon, pour finir, je voudrais évoquer la mémoire du grand ami compositeur François Terral, qui a d'ailleurs fait la musique de la semaine des 7 jeudis et de bien d'autres, qui était si doué et si pédagogue. Et puis aussi la mémoire d'Ahmed Nagy, le complice aux Lumières, le régisseur général inventif et copain fidèle, et avoir une pensée tendre pour Josette Papot. Que Malakoff ait vécu tous ces moments forts, un peu charnières entre deux périodes de notre histoire nationale à travers la culture, moments qui ont inscrit durablement Malakoff dans la vie culturelle de notre pays, on le doit au pari de l'homme exceptionnel qu'était Léo Figuière. Il a su faire confiance à Guy Kayat pour un parcours partagé et réussi, dont les archives, recueillies par le département des arts du spectacle de la Bibliothèque nationale, et les costumes conservés au Centre national du costume de scène de Moulins, témoigneront longtemps.
Reste avec nous. Merci Claire-Lise de nous avoir fait découvrir quand même un certain nombre d'aspects que moi-même je ne connaissais pas. Et bien sûr, on a un temps d'échange avant de passer à la troisième partie qui sera la table ronde sur la maison de l'enfance. Comment ? On fera une petite interruption entre les deux. Oui. Allez-y. Alors, il y a ici des gens que je n'ai pas vus depuis des dizaines d'années qui faisaient partie du premier cours de Guy Kayat. Dénoncez-vous. Et oui, certains sont venus de Bayonne, d'autres de Lyon, d'autres de Bretagne, d'autres des quatre coins de la France. Oui. Moi, je voudrais que vous racontiez plus précisément comment ça s'est passé, cette histoire première avec les enfants, parce qu'en termes de culture populaire et d'accès à la culture, ça a été vraiment une démonstration de l'ensemble des partenaires à tout niveau, culture, animation, sport, enfin, ça a vraiment été tous les partenaires qui sont mêlés à cette aventure-là. Oui, mais j'en ai un peu parlé. J'en ai un peu parlé concernant la mobilisation des sportifs. Enfin, ça, je trouve que c'est... Mais il y a des tas d'anecdotes assez drôles. Hein. Mais Gérard était au premier plan. Hein. Et il y a des histoires incroyables, comme par exemple comment s'appelle la musique, l'enregistrement de la musique, parce que tout était en playback, évidemment, comme c'était en plein air, et puis avec des voix d'enfants. Mais on a squatté grâce... Albert Guillou était aussi animateur à la maison de l'enfance. Il faisait aussi partie du cours... Après, il a fait partie du cours de théâtre. Albert Guillou travaillait à l'époque, je crois déjà, à l'ORTF. Enfin, ça ne s'appelait pas l'ORTF, d'ailleurs. Et en douce... ils sont allés faire, j'y étais pas, hein, ils sont allés faire l'enregistrement de la musique dans les bâtiments de la radio-télévision française. Quand même, on a pris des risques. Maintenant, pour le quotidien, Gérard en parlera certainement mieux parce qu'il l'a vécu, lui, au quotidien. Il était mono, comme on disait, hein, à l'époque, avec tous les mômes et tout. Moi, dans la journée, j'étais pas là. On peut rappeler aussi... Là, vous entendez, là ? Oui. Oui. On peut rappeler aussi qu'il y a des acteurs très importants maintenant. Par exemple, Hugues Kester, qui est un des acteurs principaux du théâtre de la ville. De la ville, oui. Ils ont commencé ici et je pense qu'il rappelle lui-même, quand on lui parle, que c'est grâce à Guy qu'il a pu commencer. Voilà. Tout à fait, oui. Oui, oui. Oui, et d'autres, par exemple, Gérard de Sarthe, Guy Kayat est un des premiers à l'avoir utilisé. Et alors c'est très rigolo parce que Gérard de Sarthe passe maintenant pour un acteur intello et Guy lui reprochait toujours, il disait mais non mais t'es inculte, il faut apprendre, un acteur c'est pas juste dire un texte, le sentir, il faut connaître le théâtre, il faut le connaître. Bon, il s'est rattrapé depuis. Hein. Michel Jonas, quand même. Michel Jonas, bon, sa sœur était au cours d'art dramatique, mais Michel a joué dans Le Temps viendra, que Guy avait monté au théâtre Romain Rolland, pour l'inauguration du théâtre Romain Rolland de Villejuif. Et il a joué dans Oedipe Roi, il a chanté dans le prologue que j'avais écrit pour Oedipe Roi, qui a été monté à Malakoff. Comment il s'appelle, Dreyfus, j'ai oublié. Jean-Claude Dreyfus aussi. Jean-Claude Dreyfus a quasiment commencé à jouer avec nous dans les Bacchantes d'Euripide. Et il continue effectivement à répéter à Malakoff, puisqu'on l'a pris en photo il y a quelques jours. Donc c'est un habitué, il était à la Fabrique des Arts. Et Aurélien Recoing aussi, qui n'était pas connu. Aurélien Recoing n'était pas très connu quand il a joué Simplex avec nous.
ça fait aussi son chemin depuis.